C'est un plaisir de vous retrouver sur cette info, la première chaîne d'information en continu. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un tournant politique majeur en Côte d'Ivoire. Ce lundi 8 décembre, Alassane Ouattara prête serment pour un nouveau mandat à la tête de l'État après une élection dont les résultats ont été confirmés par le Conseil constitutionnel le 4 novembre dernier. Le président sortant a été réélu avec 89,77% des voix au terme d'un scrutin qui a mobilisé près de 9 millions d'électeurs appelés aux urnes le 25 octobre dernier. La commission électorale indépendante a publié au fil de la journée et de la soirée des résultats département par département pour l'ensemble des 111, le district d'Abidjan, mais également la capitale politique Yamoussoukro. Derrière ce score massif, les défis restent nombreux. La réconciliation nationale, la cohésion sociale, la redistribution des fruits de la croissance, la lutte contre le chômage, mais également la question de la légitimité du mandat dans un contexte où certains adversaires majeurs, tels que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'ont pas pu participer à cette compétition. Alors, que va faire Alassane Ouattara de cette victoire? Quelles priorités pour ce mandat qui pourrait être le dernier? Et quelles implications pour la scène politique ivoirienne à l'heure où de nouvelles ambitions émergent? Nous en parlons sur ce plateau avec trois invités. Serge Kofi, chroniqueur politique. Bonjour Serge, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Daniel, je t'en prie. Juste à côté de toi, il y a Gaël Aouman Lakba, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci Serge. En face de tous les deux, merci, nous disons merci à Dr Christian Adjelou. Il est juriste et membre du RHDP, le parti au pouvoir. Merci Dr Adjelou d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir Alors, invité. on va commencer par vous pour parler justement du cadre légal et constitutionnel de cette investiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus institutionnel qui a conduit, enfin le processus constitutionnel, pardon, qui a conduit à cette investiture aujourd'hui? Bon, merci de me passer la parole. Dans une république, il y a des tests. Et la norme des normes, c'est la Constitution. Donc c'est la Constitution qui définit donc les grands équilibres. Et ensuite, nous avons le code électoral. Dans un État moderne, on a trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ce dont il est question aujourd'hui, il s'agit donc du pouvoir exécutif. Puisque le pouvoir exécutif est transmis par le peuple. Puisque le pouvoir appartient au peuple. Donc nous sommes dans un régime démocratique. On nous dit que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais puisque le peuple ne peut pas lui-même exercer ce pouvoir, le peuple délègue le pouvoir donc à une personne. Donc c'est le processus qui permet de déléguer ce pouvoir-là à un individu qui est l'élection présidentielle, donc qui est consacrée par la Constitution et le code électoral. Donc à l'issue de cette élection-là, il y a une personne donc qui est choisie et donc cette personne-là, pour pouvoir entrer dans la fonction, pour pouvoir recevoir les attributs de la fonction, comme le prévoit l'article 58 dans son alinéa 2, pour dire que le président élu prête serment, au cours de cette prestation de serment, il reçoit les attributs de sa fonction. Donc aujourd'hui, cette cérémonie de prestation de serment nous ramène donc aux attributs de la fonction que le président doit recevoir. Les attributs de sa fonction voudraient dire que le président donc reçoit donc les insignes de sa charge. Donc elle marque, cette cérémonie, cette audience de prestation de serment, marque aussi la soumission, l'adhésion du président de la République à la Constitution, donc à la loi et au respect des symboles républicains, puisque la Constitution est le symbole sur lequel prête serment le président de la République. Et celui dont on parle là est bien entendu Alassane Ouattara, qui a été réélu en Côte d'Ivoire avec un score massif de 89,77%. Est-ce que pour vous, Serge Kofi, c'est un score qui reflète mais véritablement la popularité du nouveau président? Oui, absolument. Je pense que ce résultat-là, je l'avais déjà dit plusieurs fois ici sur ce plateau, c'est un raz-de-marée électoral que le président Alassane Ouattara a réalisé lors de cette élection présidentielle. Et ce chiffre-là, il est assez évocateur. Le chiffre même d'abord traduit sa popularité.
sa popularité et puis la confiance, on va dire, renouvelée que les Ivoiriens ont encore en lui. C'est vrai qu'on peut continuer d'épiloguer sur certaines circonstances, certaines conditions de l'organisation de ce scrutin-là, mais en tout état de cause, le scrutin a eu lieu et il a été élu avec ces chiffres-là. Il avait en face de lui des adversaires qui auraient pu l'emporter. Malheureusement, ce n'est pas fait pour eux. Je pense que le président Alassane Ouattara confirme, il a confirmé lors de cette élection qu'il bénéficie encore de la confiance du peuple ivoirien. Et puis, il est attendu encore sur ces défis pour ce nouveau quinquennat-là. Alors, il faut dire que c'est une élection qui a été très suivie au niveau international. Dans un contexte régional et international, Gaël, comment est-ce qu'on interprète cette réélection à la tête de la Côte d'Ivoire ? Ben pour le faire, on ne va pas s'appuyer seulement sur les points de vue partisans ou les points de vue de nous autres analystes. Il faut plutôt se tourner vers les différents rapports des organisations internationales. Vous avez pu voir que l'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis, la France, et en tout cas tous les partenaires de la Côte d'Ivoire ont d'abord été là en tant que dans la période préélectorale. Ils ont été là dans la période électorale et même post-électorale. Ils ont fait chacun des rapports. La plupart des rapports sont favorables. On acté, on dit que ça a été une élection qui généralement s'est très bien passée, qui ne souffre d'aucune contestation. D'autant plus que c'est vrai, il y a eu des éléments, il y a eu des violences par endroits et tout, mais bon, en gros, la communauté internationale salue l'élection du président de la République et on peut le constater, la plupart sont là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie d'investiture. Donc, pour un point de vue international, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays stratégique dans notre sous-région. Donc, ce qui fait qu'elle attire beaucoup les projecteurs. Et s'il y avait quelque chose qui n'était pas, en tout cas, pas catholique pour moi, qui serait, si on veut parler dans un terme d'illégalité ou bien d'illégitimité du scrutin à cause de ce qu'on a pu voir. C'est des choses qui arrivent dans d'autres démocraties. Mais en gros, on finit par constater que, je le répète, pour la plupart de tous les rapports, les élections se sont bien passées et voilà. Les élections se sont bien passées, selon la communauté internationale, selon plusieurs observateurs de la sous-région, sauf qu'à cette élection n'ont pas participé messieurs Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Docteur Adjelou, c'est quoi l'impact que cela peut avoir sur la légitimité de cette élection ? La légitimité se mesure en thème électoral dans le cadre d'une élection. Une élection est légitime par rapport au nombre de votants inscrits pour participer à cette élection. D'accord. Donc, dans le cadre d'une élection présidentielle, le code électoral et la Constitution ont des principes qui sont établis. Il faut d'abord procéder à un recensement des potentiels électeurs. Il faut les inscrire sur une liste électorale. Et donc, c'est ces électeurs inscrits sur la liste électorale qui vont donc aller voter. Donc, la légitimité d'une élection, le rapport se fait par rapport au nombre de votants, pas par rapport à la population globale. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on a tendance à mélanger souvent les choses. Dans le cadre souvent des élections de quartier, votre légitimité, c'est par rapport au nombre de personnes qui sont habilitées à voter pour vous. Ce n'est pas par rapport à toute la population qui habite le quartier. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, on avait autour de 8 700 000, autour de 8 pas millions... de 9 millions d'électeurs. Oui. Bon, pratiquement, autour de 8 700 000 ou... 8 700 000, voilà, 1000 électeurs. Donc, on a vu qu'il y a pratiquement plus de la moitié qui ont accordé leur suffrage au président de la République. Donc, la légitimité, elle est bel et bien assurée. Voilà. Que dites-vous de l'absence de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ? La Côte d'Ivoire, à mon sens, n'a pas pris de loi ou des mesures restrictives empêchant, à ma connaissance, un parti politique de participer à cette élection. Les personnes dont vous citez font face à la loi et quand on prend le cas du président du PDCI, qui est frappé par l'article 48, et puis quand on prend le président l'ancien président de la République,
M. Laurent Gbagbo, qui également fait face à des décisions de justice. Ils n'ont pas pu donc participer à l'élection, mais ils avaient la possibilité, au sein de leur parti, de désigner des personnes. Il y a énormément de compétences. Vous savez, un parti politique, c'est une association de personnes. Donc, c'est un assemblage de plusieurs connaissances voilà, et de plusieurs capacités. Donc, il était loisible pour ces derniers-là de désigner en leur sein d'autres personnes qui pourraient concourir. L'exemple le plus simple, c'est à côté de nous ici, qu'on cite, même si certains ne sont pas d'accord lorsqu'on cite cet exemple, c'est le Sénégal. Ousmane Sanko aurait pu dire, c'est moi ou rien. Mais Ousmane Sanko a dit, bon, je ne peux pas, je suis fait face à la loi, mais je propose une candidature de substitution, je vais faire campagne pour lui, surtout avec l'aura que ces personnes ont, Laurent Gbagbo, qu'on veut ou pas, il garde quand même l'aura. Le président Thiam, qui a été adoubé par les militants, garde quand même l'aura. J'aurais souhaité que ceux-ci proposent des candidatures de substitution et puis on aurait pu... Alors Serge, finalement, ils n'ont pas pu... Pour réagir oui, très rapidement sur ta question. Le débat sur la légitimité de cette élection-là, pour moi, ça dépend de là où on se place. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, quand on est dans la position de l'opposition, qui a participé, enfin, qui est l'opposition, notamment le président du PPACI et le président du PDCI, qui n'ont pas participé à cette élection parce que les candidatures ont été invalidées. Quand on se met dans cette position, on va forcément trouver que l'élection n'est pas légitime, parce qu'ils n'y ont pas pris part. Maintenant, quand on est du côté du RHDP, forcément qu'on ne trouvera rien à redire cette élection-là. Maintenant, le microcosme politique en Côte d'Ivoire, c'est des particuliers que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, parce que c'est important de le dire. En 1995 déjà, le PDC avait gagné l'élection sans les opposants principaux. Cela n'a pas empêché le mandat du président Rikonan Bédié. Ensuite, il y a eu en 2000 le président Laurent Gbagbo qui a été élu. Le président Alassane Ouattara, candidat qui était l'un des fils de l'opposition, n'avait pas été autorisé à participer à cette élection. Il a exercé son pouvoir pendant 10 ans. Donc, je vais dire, c'est presque l'histoire qui se répète. D'accord. Donc, je ne crois pas que ce soit très bien signant de remettre en cause la légitimité de ce mandat-là. Alors, comme tu le dis, l'histoire se répète. Laurent Gbagbo aujourd'hui et Tidjane Thiam n'ont pas pu prendre part à cette élection. Est-ce que cela engagerait des risques sociopolitiques pour le nouveau quinquennat du président de la République, Alassane Ouattara ? Je ne crois pas. Je pense qu'on est sorti de ce virage-là, pour moi, qui aurait fait déraper peut-être le pays. Les manifestations qui ont eu lieu en marge même de cette élection présidentielle-là, il y a eu quelques violences par-ci, par-là, isolées, mais bon, globalement, elles ont été contenues. Maintenant, pour ce nouveau quinquennat-là, ça ne va pas mettre en mal le nouveau mandat du président Alassane Ouattara, mais je pense qu'il y a quand même des actions qui doivent être menées, des axes prioritaires pour moi qu'il faut mener, c'est-à-dire travailler à la réconciliation nationale, travailler à créer un cadre électoral moins anxiogène. Parce qu'il faut sortir de ce cycle-là qui fait qu'à chaque élection présidentielle, il y a des violences, il y a des tensions, il y a une espèce de peur généralisée. Je pense qu'il faut créer les conditions pour que les élections présidentielles ou les élections tout court simplement à venir qu'on sorte de ce cycle-là. Toujours est-il qu'il y a quand même une tension entre le parti au pouvoir et l'opposition. Gaël, comment est-ce que vous évaluez la dynamique entre ce parti au pouvoir-là et les membres de l'opposition aujourd'hui ? Bon, depuis, on se souvient déjà que le PDCI et le PPACI s'étaient mis ensemble pour former le Front commun. Et ils ont mené des activités ensemble avant la présidentielle. Ils avaient pour objectif de bloquer le processus. Malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. La présidentielle s'est passée. Le président Ouattara a été élu. On connaît le score, 89%, devant la plupart de ceux qui ont décidé de participer. Mais après cela, je veux dire que l'eau a coulé sous les ponts parce que aujourd'hui, quand vous voyez, entre le PDCI et le PPACI n'ont plus la même démarche. Le PPACI décide de toujours rester dans la position de non-participation quand on parle des législatives qui arrivent, pendant que le PDCI a décidé de participer et est actuellement en ordre de bataille. On a vu le plaidoyer, je le dis, le plaidoyer, pour ne pas dire encore plus l'adresse républicaine qu'a fait le président du groupe parlementaire PDCI, Simon Do, au niveau de l'Assemblée nationale, avec son adresse au président de l'Assemblée nationale. On a vu les vocables qui ont été utilisés. C'est dit que là-bas, il y a eu de la progression. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le PDCI va rentrer dans les rangs, participer
à la vie démocratique, déjà en allant aux élections législatives, c'est au niveau du PPACI qu'il faut encore un peu se poser des questions. Mais en même temps aussi, quand ils décident de ne pas participer, c'est une manière pour eux de revendiquer. Et c'est leur droit. Mais jusque-là, je ne pense pas que cette position-là puisse être encore plus radicale, plus dure que ce qu'on a vu avant la présidentielle. D'autant plus qu'ils appelaient à des manifestations, à braver les interdictions et tout. On n'est plus à ce niveau-là. Qu'on le veuille ou pas, le pays sera géré. Voilà. Pour revenir sur la question de la légitimité ou non, moi, je me souviens qu'en 2000, quand le président Gbagbo lui-même a été élu, le taux de participation n'a pas fait 50%. Hein. Il n'avait pas fait. Les gens ont parlé même d'élections calamiteuses. Lui-même. Ça ne l'a pas empêché de diriger le pays. C'est vrai que le PDCI à l'époque n'était pas d'accord, le RDR n'était pas d'accord, mais ils se sont organisés. On a vu que dans le cours de l'histoire, en 2005, ils ont vu qu'il y avait la nécessité de se mettre ensemble de façon stratégique pour pouvoir revenir aux affaires. Mais aujourd'hui, il appartient au PPACI et la plupart de ses alliés de se mettre dans la mouvance républicaine. Ils peuvent avoir des éléments de revendication, ils peuvent avoir des points de désaccord avec le pouvoir. Mais personnellement, je le dis, s'ils veulent vraiment revenir aux affaires un jour, il faut vraiment se mettre dans le jeu démocratique plutôt que tout le temps passer le temps à se mettre hors. Vous pouvez remarquer que depuis 2011, c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée. 2011, 2015, 2020, 2025, ils toujours la politique de la chaise vide et il n'y a pas de résultat. En 2021, 2020, voilà, c'est à ça que je vais venir. En 2023, finalement, après avoir fait un bilan, et eux-mêmes, ils ont dit que ne pas participer aux élections, c'est comme s'ils se mettaient une balle dans le pied. Donc, ils ont tiré les leçons. Désormais, ils vont aller à toutes les élections, quel que soit ce qui se passe. En 2023, ils sont allés et ils n'ont pas eu quand même un bon résultat. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ils ont perdu un peu de force. Vous savez, quand on fait souvent la révision de la liste électorale, dont on parle tout le temps, souvent, eux, ils n'appellent pas les populations à aller voter, à aller s'inscrire. Et en 2023, quand ils décident de revenir, effectivement, ils sont confrontés à un problème. La plupart de leurs militants ne sont pas inscrits. Et jusqu'à présent, il y en a encore qui ne sont pas inscrits. Ils cherchent les moyens de pouvoir arriver à cela. Mais sauf que souvent aussi, quand on donne le délai, ça ne suffit pas pour pouvoir faire tout le travail. Du coup, là encore, ne pas se mettre en 2025 dans cette question d'élection législative qui arrive, je pense que ça va pas encore, c'est pas encore fait pour arranger le PPACI. Mais il leur appartient, c'est à leur niveau, leur stratégie, leur façon de fonctionner. S'ils pensent que ne pas participer puisse apporter quelque chose, on verra bien. Mais sinon, je pense pour l'instant que... Non seulement il n'y participe pas, mais on se rend compte qu'aujourd'hui même, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, adresse un courrier à la CPI. Il revient sur des faits de l'histoire. Votre commentaire? Bon, on va encore, vous voyez, on revient, j'ai pas envie de parler de passé, de passéisme. Et je pèse bien le mot, c'est une question de passéisme. Ce qu'on a vu dans l'adresse, on revient sur les faits de la crise post-électorale, pendant que le président Gbagbo même a déjà été à La Haye, il est revenu, il avait eu une rencontre avec le président Ouattara, on se souvient du vivant du président Bédié, la hache de guerre avait été enterrée, on n'en parlait plus de ces questions, jusqu'à ce qu'on tombe encore sur des désaccords politiques, et puis on revient. Moi j'ai l'impression que c'est comme un fonds de commerce. Quand ça nous arrange, les victimes on n'en parle plus, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Et quand ça n'arrange pas, on sort encore sur là pour essayer de toucher les émotions. Je le dis, je suis désolé pour ceux qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais j'ai l'impression que cette affaire de la crise post-électorale de 2002, là, elle ressemble à un fonds de commerce qu'on utilise et on fait sortir à certains moments. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de donner un peu de la voix, on va le faire sortir pour faire jouer les émotions. Mais Laurent Gbagbo, il a été président de la République. De 2000 à 2010, la rébellion s'est passée entre 2002 et 2010. On va dire, bon, là où c'était chaud, il y a eu 2 ans, 3 ans. Après, ça a été une affaire de réconciliation, de toutes ces... Mais
Qu'est-ce qui a empêché, en ce temps-là, le pouvoir en place de pouvoir mener clairement ces enquêtes et puis nous dire clairement qui était responsable? Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a, en 2025, combien d'années après? Vous êtes sûr, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore mener des enquêtes avec les éléments de preuve et tout? Pour vous, ce n'est pas du tout légitime de demander ça? Moi, ce que je veux... Non, je ne dis pas que ce n'est pas légitime. C'est légitime, c'est leur droit de demander. Mais je pense pour moi que cette affaire-là, vraiment, il faut qu'on accepte de tourner la page. Alors, de passer Serge, à autre chose. avant vous, j'ai bien envie d'écouter le point de vue du RHDP sur la sortie de M. Laurent Gbagbo, qui adresse un courrier à la CPI pour revenir justement sur les faits de cette crise post-électorale. Docteur Adjelou. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, nous le disons souvent, c'est vrai que les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous, mais il est dépassé par les événements. C'est pas fort de dire ça? Non, c'est pas fort. C'est la réalité. Il est dépassé par les événements. Ça fait combien d'années qu'il il a quitté le pouvoir? Il part en 2011. Nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans. Donc, il n'est plus au parfum des réalités. C'est quoi les réalités, justement? Oui, mais il n'est plus au parfum du processus de réconciliation qui a été engagé. Il n'est plus au parfum des nouvelles dynamiques politiques en Côte d'Ivoire, la recomposition du tissu politique. Il n'est plus au parfum des enjeux économiques, il n'est plus au parfum des enjeux sécuritaires, il n'est plus au parfum des enjeux au plan international. Donc, il est complètement... Vous savez, une chose est d'être aux affaires, une chose est d'avoir une vision lorsqu'on n'est plus aux affaires. C'est pas pareil. Docteur Adjelou, tu vas permettre à Serge... Nous sommes obligés de nous rendre au palais présidentiel où va se dérouler dans quelques instants la cérémonie d'investiture du nouveau président Alassane Ouattara. Si la régie nous le permet, il faut rappeler, comme on le voit en médaillon, que nous assistons justement à l'arrivée de hautes personnalités qui sont attendues à cette prestation de serment de ce lundi 8 décembre. Je tiens à souligner que nous attendons donc des chefs d'État de l'Angola, Joao Lourenço, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Ismaïl Omar Guelleh du Djibouti, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Diomaye Faye du Sénégal, Azali Assoumani du Comore, John Dramani Mahama du Ghana, Adama Barrow du Libéria, Joseph Boakai du Libéria, Julius Maada Bio de la Sierra Leone et Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie. Des vice-présidents sont également attendus à cette cérémonie. Il s'agit de la vice-présidente Mariam Chabi Talata du Bénin, de Kashim Shettima du Nigeria. Également à cette cérémonie d'investiture, il y aura donc des chefs de gouvernement. Et Manuel Oza Nsue-Nsua de la Guinée équatoriale. Les anciens présidents sont également attendus à cette cérémonie. Goodluck Jonathan du Nigeria, Nana Akufo-Addo du Ghana, Mahamadou Issoufou du Niger. Et il y a bien entendu des envoyés spéciaux au niveau international. L'envoyé spécial du président Donald Trump est donc Jacob Elberg, qui est sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, qui est déjà à Abidjan. Du président Emmanuel Macron, donc Madame Éléonore Karoua, qui est ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux. Et il a bien entendu des organisations internationales, telles que la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Vabo, et plusieurs autres représentations et partenaires internationaux. Je tiens à rappeler que l'équipe de cette info est également sur place. Nous aurons l'occasion de retrouver Diane Drissa, Samson Oula et Lucien Aoussi en temps opportun. Pour revenir sur le plateau, je suis en compagnie de Dr Adjelou, qui est donc juriste et membre du RHDP. En face de lui, il y a Serge Kofi, chroniqueur politique, et Aouman Gaël Lapa, analyste politique. Très rapidement, on va clore le sujet sur Laurent Gbagbo, mais je te permets
très rapidement, Serge, de nous dire ce que tu voulais. Oui, ce que je veux dire, d'abord le timing. Aujourd'hui, nous savons qu'aujourd'hui est le lundi 8. Stratégique? Le timing pour moi n'est pas fortuit. D'accord. Que Laurent Gbagbo décide de faire cette adresse publique-là aujourd'hui, avec l'événement que nous attendons. Alors, le message à faire passer, c'est lequel? Peut-être que c'est mon analyse personnelle. Je pense que médiatiquement, il veut éclipser un peu la cérémonie de ce jour. Maintenant, l'interprétation que je fais de même de cette sortie de façon plus générale, sa sortie ressemble pour moi à une espèce de baroud d'honneur. Parce qu'on a constaté que on va dire ces derniers mois, le cœur du combat du président du PPACI, c'était de faire barrage au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et puis maintenant, l'élection a eu lieu, le président s'apprête à être investi officiellement. Aujourd'hui, le président du PPACI demande, enfin il engage son avocat, M. Emmanuel Atit, à ressaisir la CPI pour ouvrir le dossier sur la Côte d'Ivoire, sur la guerre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est opportun actuellement. Parce qu'on va de l'opposition au 4e mandat à rouvrir le dossier sur la Côte d'Ivoire à la CPI. Je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, cela ressemble clairement à un baroud d'honneur. Alors, je sens que vous voulez ajouter quelque chose. Je vous accorde 1 minute et on va changer de sujet. Non, je ne voudrais plus revenir sur la question du PPACI. Oui, pour moi, c'est une parenthèse qui est fermée. Je voudrais plutôt rebondir sur ce que vous avez dit lorsque vous avez cité la liste des différentes personnalités. Oui, pour le représentant du président Emmanuel Macron de la France, j'ai une information selon laquelle ce ne serait plus le ministre délégué, mais ce serait plutôt le président, je crois, la présidente de l'Assemblée nationale. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup de rectifier celui-là. Selon les informations que nous avons reçues, c'était donc Mme Éléonore Carrois, qui est ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux, qui devait être présente. Et vous avez dit qui la remplace? La présidente de l'Assemblée nationale. La présidente? Je n'ai pas son nom, mais on pourra trouver son nom. Ce qui veut dire qu'au plan protocolaire, ça rehausse la présence française au plan protocolaire. Merci à tout un chacun pour vos différentes analyses qui permettent déjà de mieux comprendre le contexte de cette investiture. Chers téléspectateurs, pour approfondir et revenir sur le déroulement de l'élection, nous vous proposons une séquence spéciale. Présidentielle 2025, la victoire en 4 étapes. Karidja Sidibé nous emmène au cœur du scrutin pour retracer justement étape par étape le chemin qui a conduit à cette victoire. Alors, on me fait comprendre que le président est en train d'arriver, donc on pourra suivre cet élément juste après. Comme vous pouvez le constater, c'est un grand événement aujourd'hui, Gaël Lakba. Oui, c'est un grand événement qui doit rassembler toute la République. Toute la République au-delà des appartenances politiques, au-delà des chapelles politiques. Comme Dr Adjelou l'a dit d'entrée, le Conseil constitutionnel va finalement consacrer la victoire du président Ouattara, va lui donner les attributs, il va lever la main, il va prêter serment pour dire qu'il se porte garant de cette mission que le peuple de Côte d'Ivoire a voulu a bien voulu lui confier. Alors, il sera le chef suprême de l'armée, celui qui va diriger le pays pendant 5 ans. Tout sera officiel. Alors, et comme vous pouvez le constater, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de descendre de son véhicule, accompagné de son épouse. Docteur Adjelou, la réconciliation nationale, c'est un enjeu récurrent qui revient, pour la stabilité du pays. C'est quoi les stratégies politiques qui pourraient être mises en œuvre pendant ce quinquennat-là pour favoriser, mais bien évidemment, cette réconciliation? Vous avez dû constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, le président de la République avait estimé que l'opportunité se présentait pour engager un processus de réconciliation. 2011, 2022, 2023. Donc, plusieurs instruments juridiques ont été mis en place, plusieurs organisations. On a eu CDVR, CONARIV, on a eu PNCS, on a eu ensuite le ministère qui a mené des initiatives pour avoir le résultat que nous avons aujourd'hui plus ou moins colmaté les brèches. Et puis aujourd'hui, nous sommes plus engagés dans un processus de cohésion qui est plus large et qui engage plusieurs secteurs de la vie. Voilà.
Alors, on vient de voir à l'instant sur au sein du palais présidentiel l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara. Je vous propose, comme nous l'annoncions tantôt, de revenir sur le déroulement de l'élection. Nous vous proposons cette séquence spéciale présidentielle 2025, la victoire en 4 étapes. Et c'est un commentaire de Karidja Sidibé. Tout a commencé le mardi 29 juillet 2025 par l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Après plusieurs mois de suspense, le chef de l'État avait finalement décidé de répondre favorablement à l'appel pressant de ses partisans. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Alassane Ouattara a ensuite formalisé cette annonce en déposant lui-même son dossier de candidature à la commission électorale indépendante le mardi 26 août 2025. Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. Au deuxième jour de la période de campagne électorale, le samedi 11 octobre 2025, Alassane Ouattara a animé son premier meeting à Daloa, dans le centre-ouest du pays. À cette occasion, il a rappelé quelques actions de développement menées en faveur des populations sous ses précédents mandats dans le Haut-Sassandra et exhorté ses partisans à voter pour lui. Le choix de Daloa est tout un symbole. Oui, Daloa, la cité des antilopes. Une ville historique. Daloa est à la fois un poumon économique et un creuset culturel de notre pays. Il a clos sa campagne par un ultime meeting à la place de la République à Abidjan face à plusieurs centaines de partisans rassemblés sur ce site. Il a rappelé que sa candidature portait une seule ambition, celle de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Face à plusieurs centaines de partisans rassemblés sur ce site, il a rappelé que sa candidature portait une seule ambition, celle de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, de quelque point qu'ils soient, à mieux voter. Voter, c'est important, et surtout voter pour le président de la République. Vous savez, les 5 prochaines années sont des années qui devront faire avancer la Côte d'Ivoire. Samedi 25 octobre 2025, jour du scrutin, le candidat Alassane Ouattara a accompli son vote au lycée Sainte-Marie de Cocody. Au sortir de son bureau de vote, il a encouragé les Ivoiriens à accomplir leur devoir civique. Nous sommes de retour sur ce plateau édition spéciale consacrée à l'investiture du président de la République Alassane Ouattara. Nous abordions à l'instant la question de la réconciliation nationale pour Dr Adjelou, qui est donc juriste et membre du RHDP. La Côte d'Ivoire est réconciliée, sauf que certains observateurs estiment encore que la cohésion sociale reste fragile. Serge Kofi, c'est quoi les actions concrètes qu'il faut mener sur le terrain dès les prochains mois, dès la prochaine semaine, après l'investiture? Oui, sur ce plan, je ne partage pas totalement l'avis du Dr Adjelou. Alors, pour moi, le processus de la réconciliation nationale, tout court, est un processus qu'il faut continuer de mener. On ne peut pas dire parce qu'un ministère avait été dédié à cette problématique-là, que le ministère a été supprimé.
dans le gouvernement, on ne peut pas dire que la réconciliation nationale est terminée en Côte d'Ivoire. Je pense que travailler à ça fait partie des axes prioritaires du nouveau mandat du président de la République. Alors pour moi, qu'est-ce que le nouveau président, le président Alassane Ouattara devrait par exemple faire? C'est de renouer le dialogue politique avec l'opposition. Je pense que l'opposition, depuis de longs mois, demande un certain nombre de réformes, on va dire électorales. Pour moi, je pense que ce n'est pas inintéressant pour le chef de l'État d'ouvrir encore une nouvelle page, un nouveau cadre de dialogue avec l'opposition. Et puis, expliquer sereinement ce qui est possible de faire maintenant dans l'immédiat, et puis peut-être continuer de travailler à rendre possible ce qui ne peut pas le faire maintenant. Pour moi, c'est important. Et puis, dans un souci de réconciliation nationale, je pense qu'on peut aussi prendre des mesures en faveur des détenus. Des détenus, on va dire, des derniers événements. C'est vrai que chaque fois que quand on en parle, le porte-parole du gouvernement, notamment, évoque la question de la justice. Il faut laisser la justice faire son travail, c'est bon. Que la justice fasse son travail, c'est bon et c'est important. Mais je pense qu'on peut aussi, nous sommes en Afrique, essayer de régler nos problèmes de façon africaine. Je pense qu'il faudrait aussi à ce niveau-là que certaines mesures soient prises en faveur des détenus. Et puis, je l'avais dit tantôt, c'est de travailler à créer un processus, un contexte électoral en lequel les acteurs politiques ont confiance. Parce que je fais le constat, et avec vous, que chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, tout le monde a peur. Comment faire pour sortir définitivement de ce schéma-là? Il faut commencer à y réfléchir. Il faut commencer à y réfléchir, créer. Il faut réformer la CEI. Je ne sais pas, c'est des propositions comme ça que je fais. Il faut réformer la CEI, mais il faut créer un contexte. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez l'édition spéciale consacrée à l'investiture du président Alassane Ouattara. Nous parlions donc des défis de la réconciliation et de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Les défis au lendemain de cette investiture. Pour Dr Adjelou, juriste et membre du RHDP, la Côte d'Ivoire est totalement réconciliée. Ce n'est pas un avis que partage forcément M. Serge Kofi, qui est donc chroniqueur politique. Que va nous dire M. Aouman Gaël Lakba quand il entend ces deux avis? Non, la question de la réconciliation, pour moi, est restée, c'est un chantier qui ne peut pas être réglé en quelques temps. Voilà. Il y a eu des acquis. De 2011 à aujourd'hui, il y a eu des acquis, mais il en reste encore. C'est un chantier qui n'est pas terminé du tout. Ce qui peut expliquer le fait que chaque fois qu'on approche à des élections, vous voyez qu'il y a toujours la violence. On a eu une dizaine de morts encore. En 2020, on a eu, je crois, autour de 80 morts, vous voyez. Alors que après 2010, on a connu la plus violente des crises, où il y a eu 3000 morts. Donc 2020, 2010, 3000 morts, 2020, autour de 80, 2025, on se retrouve encore avec 11 morts. Si la réconciliation avait été vraiment ce chantier-là achevé, si la cohésion sociale était vraiment à un point vraiment très positif, je pense qu'on n'aurait pas eu un seul mort. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir tout mettre en œuvre pour les prochaines élections, pour que chaque fois qu'on parle d'élections, on ne voit pas les Ivoiriens en train de courir, aller faire des emplettes, aller vider les supermarchés pour se sécuriser en se disant qu'il y aura l'hécatombe, il y aura l'apocalypse. C'est dit qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème qui demeure depuis toutes ces années-là. Ce problème-là, il a dit, Dr Adjelou, il y a eu la CDVR, il y a eu plusieurs initiatives, il y a eu les 5 phases du dialogue politique. Mais en vrai, quand vous prenez les rapports de toutes de la CDVR, de comment on appelle, de la CONARIV, des 5 phases du dialogue politique, je dis, il y a des acquis. Parce qu'il y a un diagnostic qui a été fait. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont des récriminations, tout est dans les documents, tout est documenté. Mais il se passe que il y a une partie qui est faite, par exemple, il y a eu le retour des exilés, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés quand d'autres ne l'ont pas été. Il y a eu, comment on appelle, la question de la CEI sur laquelle l'opposition ne fait que revenir. Il y a eu la question de la liste électorale qu'il fallait... qui est au cœur de plusieurs débats. Vous voyez, toutes ces questions-là demeurent. Alors,
On veut bien que... moi, je ne sais pas pourquoi ça gênerait quelqu'un qu'on dise qu'on doit toujours chercher à se réconcilier, même si on pense que... pour moi, ce n'est pas une question gênante. Tant qu'il y a la possibilité de mener des efforts pour éviter un seul mort à la Côte d'Ivoire, il faut faire cet effort-là. Et c'est ce qu'on souhaite que le président de la République fasse. Alors, quand on entend tout ça, il y a encore des défis à relever. D'accord, oui, effectivement, il y a des défis à relever, mais je pense que il ne faudrait pas faire d'amalgame. Hein. Quand je vois ici, on dit la cohésion sociale est l'état d'unité et le lien solide au sein d'une société. Donc, disons, la cohésion sociale, c'est le ciment. Tandis que la réconciliation est le processus actif de réparation des liens brisés par un conflit. Donc, juste après la crise post-électorale, les tensions étaient telles qu'il fallait engager un processus immédiat de réconciliation pour plus ou moins recoller les morceaux, faire revenir les exilés et tout ça. Ce processus est terminé. Mais le gouvernement continue maintenant avec le processus de cohésion. Le cohésion, c'est l'objectif, la cohésion, autant pour moi, c'est l'objectif à long terme qui permet donc d'arriver donc à l'unité nationale. Donc la première étape, c'était le processus de réconciliation. La seconde phase dans laquelle nous sommes, c'est le processus de cohésion dans lequel nous sommes présentement. Donc, il n'y a pas de dissonance. Pas de dissonance. Le gouvernement obéit à une certaine logique. C'est ce que j'explique. Sinon, il y a un ministère de la cohésion qui est en place. Il y a même la grande médiature qui est à côté de vous ici, qui travaille aussi au processus de cohésion. Pendant que vous êtes en train de parler, priorité au direct, si vous permettez, pardon de vous couper, on assiste à l'arrivée du président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso. Juste avant lui, on apprend que M. Azali Assoumani, qui est donc président du Comore, est en train de faire son entrée. Vous pouvez également le voir dans ce médaillon, l'ancien président du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, les hautes personnalités, on peut le voir également, Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, est également fait partie de la délégation des invités. Vous pouvez le constater. Francophonie. On a la secrétaire de l'OIF qui vient également de faire son entrée. Président libérien. Il y a le président du Libéria également, Joseph Boakai, qui fait son entrée. Et nous, on a le temps de revenir en plateau. Goodluck Jonathan, on peut le voir également. On peut le voir à l'antenne. Le président du Niger qui fait également son entrée. Le président de la Gambie également. On peut voir M. Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Dramani Mahama. Monsieur Dramani Mahama, le président du Ghana. Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Voilà, c'est un parterre de personnalités hautement rehaussé pour cette cérémonie d'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, avant d'aller au palais présidentiel. Docteur Adjelou avec donc la parole pour parler justement de réconciliation et de cohésion nationale. Donc, je poursuis en disant qu'actuellement, nous sommes dans un processus de cohésion puisqu'il y a un ministère de la cohésion qui est en place, qui travaille à ce qu'il y ait la cohésion entre les différentes couches de la population ivoirienne. Quand vous voyez comment ce ministère est organisé, vous allez comprendre. Il y a une direction générale de la cohésion nationale avec 4 directions centrales. La direction de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, la direction de l'encadrement du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux. Vous avez également la direction de la cohésion sociale et vous avez la direction de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain ? Vous voyez, d'abord, il y a des actions qui sont menées, des actions de dialogue communautaire qui sont menées. Mais je prends un exemple. À supposer qu'il y ait un conflit éclate quelque part dans une région. Il y a d'abord une direction qui va aller sur le terrain pour essayer de constater le pourquoi. Faire un rapport à la haute hiérarchie. En ce moment-là, il y a d'autres directions qui vont suivre, qui vont venir essayer de colmater les brèches
parler de réconciliation, parler de dialogue intercommunautaire, d'essayer de trouver des mécanismes de vivre ensemble. Mais ensuite, il y a aussi d'autres entités qui vont venir, puisque lorsqu'il y a un conflit, il y a forcément des destructions de biens matériels, etc., etc. Donc, il y a le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, qui va venir en appui, donc pour essayer de réparer, soit les réparations communautaires, aider les femmes qui ont perdu des biens avec des activités génératrices de revenus. Et puis après, il y a la direction de la consolidation de l'appel d'unité nationale qui va venir pour cimenter tout ça. Et en dehors de ça, il y a l'observatoire également de la solidarité, de la cohésion sociale, qui est là aussi pour encadrer tout ce processus-là et donc pour relever tous les actes ou tous les faits qui portent entrave à la cohésion, afin que le ministère puisse réagir automatiquement. Donc, il y a tout un processus qui est mis en place et actuellement, le ministère travaille également à arriver à mettre en place ce qu'on appelle une infrastructure de paix. D'accord. Voilà. À côté on aura l'occasion de revenir sur les défis. Je propose qu'on regarde cet élément qui a été donc tourné par un de nos reporters. C'est l'élément sur l'investiture. Alassane Ouattara, président réélu de la Côte d'Ivoire, prêtera serment sur la Constitution. La cérémonie solennelle se tiendra le lundi 8 prochain au palais présidentiel du Plateau, à Abidjan. Plusieurs chefs d'État sont attendus pour prendre part à cet événement majeur. Parmi eux, le Sénégalais Bassirou Faye, le Gabonais Brice Clotaire Olingué Nguema, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. En plus, d'autres dirigeants partenaires de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara s'apprête ainsi à entamer le deuxième mandat de la Troisième République. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du 25 octobre dernier, dès le premier tour. Cette investiture marque une nouvelle étape dans la trajectoire politique du pays et ouvre un chapitre décisif pour la continuité de réformes engagées. Elle témoigne également du rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire, dont la stabilité et le leadership attirent l'attention de nombreux partenaires africains et internationaux. Alassane Ouattara sera investi dans quelques instants par le Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes le lundi 8 décembre sur ce plateau de cette édition spéciale consacrée à cette investiture. Docteur Adjelou Christian, membre du RHDP, vous êtes juriste. Serge Kofi, chroniqueur maison, chroniqueur politique. À côté de vous, il y a monsieur Aouman Gaël Lakba, analyste politique. Pour revenir sur les questions des défis à relever par le président qui sera investi dans quelques instants. On parle également de décentralisation et de renforcement des communes qui sont bien évidemment au cœur des différentes préoccupations. Docteur Adjelou, la feuille de route légale pour ces différents défis. Je pense que le président, dans le discours qu'il a prononcé pour annoncer sa candidature, lui-même il a tracé sa feuille de route. Il a parlé des questions, des défis sécuritaires, il a parlé des défis économiques, notamment les questions les défis exogènes qui sont imposés à notre sous-région, mais également aux différents pays. Et il a parlé des questions de cohésion. Voilà, donc je pense que sa feuille de route est déjà tout tracée. Lors de la campagne, ces équipes ont mis en place tout ce processus. Donc je pense qu'une fois investi aujourd'hui, c'est cette feuille de route-là qu'il va mettre en place. Alors Gaël, sur le long terme, l'avenir de la scène politique reste quand même une question clé. À quel scénario devrions-nous s'attendre? Sur l'aspect politique, moi, certains pensent s'interrogent sur le fait que est-ce que le président Ouattara ne va pas faire une ouverture. C'est-à-dire une ouverture, c'est-à-dire diriger le pays, par exemple, en invitant soit des personnalités de la société, de l'opposition, de la société civile. C'est une projection que certains font, mais je pense que... C'est possible ça, docteur Adjelou? Il ne faut pas s'y attendre forcément. Bon, il faut rien exclure, hein, il faut rien exclure. Je ne parle pas au nom du RHDP, hein. Je parle à mon nom propre. Il ne faut rien exclure, dans la mesure où on a constaté qu'au niveau de l'opposition, il y a deux blocs. Il y a une opposition républicaine
et il y a une opposition qui a appelé à la sédition, au renversement des institutions. Peut-être que le président, dans sa grande magnanimité, pourrait peut-être appeler l'opposition républicaine peut-être à travailler ensemble. Merci beaucoup pour poursuivre. Donc, c'est à ça que je faisais allusion. On se souvient, en 2020, ça a été le cas avec celui qui avait été adversaire face au président de la République, Kouadio Konan Bertin. Il a été dans le gouvernement, je crois, 2 ou 3 ans. Et puis après, bon, il est passé à autre chose. Donc, les spéculations continuent de ce côté-là. Mais de mon point de vue personnel, c'est vrai, il faut y penser, mais je ne suis pas trop sûr que le président Ouattara s'aventure sur cette voie, d'autant plus qu'il doit lui-même travailler déjà à la transmission générationnelle. Il est en train de chercher à positionner au sein du RHDP des personnes qui viendront prendre le relais. Donc sûrement dans le gouvernement, ça va fonctionner sous cette ossature. Ça ne serait pas vraiment facile pour lui de faire venir des personnes d'ailleurs qui pourraient, au fil des années, ça pourrait se compliquer après. Donc je pense que de ce point de vue-là, voici ce qui pourrait se faire. À côté de cela, il ne faut pas qu'on oublie, il y a les législatives qui approchent. On connaît déjà plus ou moins la position de chaque parti. Le RHDP participe et veut rafler tous les sièges, veut gagner avec un score qui reflète celui de la présidentielle, pendant que le PDCI se place en challenger, ne veut pas se faire raconter l'événement. De l'autre côté, il y a le PPACI qui a décidé carrément de ne pas y participer. Alors, à côté de cela, il y a aussi les anciens candidats à la présidentielle qui sont là. On l'a vu avec Wadon Melo qui aujourd'hui est un peu à l'extérieur, qui continue de travailler. Donc, il y aura quand même de l'action, mais je pense que ça va plus ressembler à la période 2020-2025. Comme quelqu'un l'a dit, le RHDP gouverne, le parti au pouvoir gouverne, les opposants s'opposent. Donc je pense que c'est à cela qu'on sera servi vis-à-vis des défis qui attendent. Si vous me permettez, avant même moi-même de revenir sur les défis, si vous me redonnez la parole plus tard, je veux faire un peu, revenir un peu en arrière sur la mandature, les différentes mandatures du président. Je vous accorde une minute, s'il vous plaît. De 2011, parce qu'il a pris le pouvoir en 2010, de 2011 à 2015, les enjeux, c'était un pouvoir de reconstruction. De toute façon, on sortait de la crise, donc c'était une affaire de reconstruction post-crise. Pour le deuxième mandat, de 2015 à 2020, ça a été un mandat de grands travaux et de croissance économique. Et puis de 2020 à 2025, ça a été plus sur la sécurité intérieure et puis des réformes institutionnelles. Maintenant, là, c'est la projection. De 2025 à 2030, ça sera certainement un mandat de consolidation, de transition politique maîtrisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis de gouvernance économique face aux défis qu'on va essayer d'égrener tout à l'heure comme un chapelet. Alors, parti d'opposition d'un côté, parti au pouvoir d'un autre, d'ici 2030, votre point de vue? Alors, Serge, avant de répondre à ta question, si tu permets, Daniel, pour répondre à la question précédente que tu avais posée, si la possibilité pour le président Ouattara d'inclure l'opposition dans le futur gouvernement, je pense qu'il lui-même avait déjà répondu à cette question, je crois en 2015, au sortir de l'élection présidentielle qu'il avait opposée au président du FPI, Afin Guessan. Il avait dit qu'il n'était pas très favorable à l'idée des gouvernements de réconciliation nationale. Et puis je pense que cela s'est traduit un peu dans tous les gouvernements qui se sont succédés jusque-là. Bon, exception. Gaël a parlé de Kakabe, qui avait été nommé ministre, mais bon, Kakabe, il faut dire qu'il est transféré du PDCI, qui était l'allié du RDR. Donc on veut dire que c'est pratiquement la même école politique. D'ici 2030, je pense qu'il n'y aura pas de magie, moi, à mon sens. Gaël a dit, le président Ouattara a été élu, il va dérouler son programme, le programme sur la base duquel il a été élu. Je pense que l'opposition est sortie pour moi totalement affaiblie de cette élection présidentielle. Que ce soit l'opposition qui a participé à l'élection, comme celle qui n'y est pas allée. Je crois que les deux camps de l'opposition sont totalement affaiblis. Maintenant, la question qui se pose, c'est de questionner la stratégie pour la suite du combat. Bon, le PDCI et le PPACI ont décidé de faire bande à part maintenant. Après l'élection présidentielle, le PDCI décide d'aller aux législatives. Le PPACI décide, lui, à son tour, de compter la politique de la chaise vide. Pour moi, ce n'est pas très productif. Mais bon, je pense qu'ils sont, dans l'ensemble de ces partis, sont suffisamment conscients de l'objectif qu'ils entendent, qu'ils visent. Maintenant, pour ce qui est du PDCI, je pense que le PDCI, l'objectif pour moi,
ce n'est pas forcément d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale face à la machine du RHDP. Mais quand même d'être c'est de présent. continuer d'être présent pour continuer d'exister. Parce que, vous savez, le pouvoir, ça s'arrache, on le dit souvent, ça s'arrache parcelle par parcelle. Il y a le pouvoir exécutif qui n'ont pas pu avoir. Il y a une possibilité d'exister au niveau du pouvoir législatif. Et puis, après ça, il doit y avoir les élections locales, les municipales. Avoir quelques régions comme ça, c'est important. C'est important pour la survie d'un parti politique. Mais s'inscrire dans une politique de chaises vides, comme le fait le PPACI, pour moi, c'est proprement suicidaire. Maintenant, le RHDP a la possibilité de continuer sur la dynamique sur laquelle il est actuellement. Et puis, c'est d'engranger le maximum de confiance pour 2030. Maintenant, en interne, l'autre défi qui se pose au président Alassane Ouattara, c'est de travailler à sa succession. Il avait déjà dit lui-même que c'était probablement son dernier mandat. Donc, le défi majeur pour lui au sein de son parti RHDP, c'est de trouver un successeur. Et là, à ce niveau, je pense que ce n'est pas une sinécure, parce que quand on voit les profils qui se dégagent au sein du RHDP, trouver la personne qui va porter les valeurs du parti, qui va fédérer toutes les énergies du parti pour continuer de se maintenir au pouvoir, ce n'est pas forcément évident. Mais je pense que le président saura, avec certainement des consultations qu'il aura fait, et puis il connaît mieux que tout le monde ces hommes. Celui qui a le profil parfait pour continuer le... Alors, certains observateurs se posent la question sur le rôle, ce que vont devenir les différents partis politiques de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos, Dr Adjelou? Je pense que leur avenir dépend d'eux-mêmes. Voilà, ça va dépendre de leur capacité à pouvoir se réinventer. C'est ce qu'on leur a toujours reproché. Le PPACI n'a pas su se réinventer lorsque son leader, le FPI, autant pour moi, n'a pas su se réinventer lorsque son leader est revenu de la Cour pénale internationale. Et ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui, ces dissensions qui ont complètement affaibli la gauche. Quant au PDCI, je pense que le PDCI paye un peu ses errements. Surtout la transition du président Henri Konan Bédié, la transition post-Henri Konan Bédié, qui n'a pas été bien négociée. Alors que le PDCI a des tests, des fondamentaux assez solides. Je pense que le PDCI aurait pu réussir cette étape-là pour rester bien en place dans le jeu politique. Donc l'avenir va dépendre vraiment d'eux, de leur capacité à pouvoir se réinventer et à compter sur l'échiquier national. On va écouter cet honneur militaire adressé donc à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, la première dame de Côte d'Ivoire, les chefs d'État et de délégation vont se retirer à présent pour se rendre au Petit Palais. La première dame de Côte d'Ivoire et les chefs d'État vont à présent se diriger vers le Petit Palais, suivant évidemment les consignes des services du protocole d'État. On peut les raccompagner une dernière fois avec des ovations bien nourries. Merci à vous, Excellences, d'être venus honorer la Côte d'Ivoire de votre présence, de vos présences distinguées. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau, toujours en compagnie de Dr Adjelou, Serge Kofi et Gaël Lakba. Nous venons d'assister bel et bien à la cérémonie d'honneur militaire à l'occasion de l'investiture du président de la République. Et c'était important de le faire, comme vous le disiez tantôt. Oui, c'était important de le faire parce que cette cérémonie d'honneur de l'armée au nouveau président qui vient de prêter serment marque donc la soumission, l'allégeance du pouvoir de l'armée au président de la République, et surtout que la Constitution consacre le fait que le président de la République est aussi le chef suprême des armées. Alors, au cours de cette cérémonie d'investiture, on a pu voir assister à la présence de plusieurs personnalités. La portée de ce parterre de ces personnalités, qu'est-ce qu'on doit comprendre, Gaël? Alors, cela montre clairement la confiance de la communauté internationale en la Côte d'Ivoire. Cela montre la bonne santé de la diplomatie ivoirienne. Cela montre la place qu'occupe la Côte d'Ivoire au niveau de la sous-région et même dans toute l'Afrique et même au plan international. Honnêtement, il faut le dire, il y a vraiment un parterre de chefs d'État et même des chefs d'État en exercice, d'anciens chefs d'État et même de toute la plupart des grandes organisations avec lesquelles la Côte d'Ivoire collabore. C'est bien à voir, c'est bien à prendre.
Maintenant, pour le reste, ça dépendra des grandes orientations que le président a lancées, ce que les Ivoiriens eux-mêmes attendent. On aura l'occasion d'en parler. À côté de ces différentes personnalités dont vous venez de citer les noms, on a remarqué également la présence effective de certains membres de l'opposition, ceux-là qui étaient également candidats à la présidence de la République d'octobre dernier. On a pu voir Jean-Louis Billon, on a pu voir également Henriette Lagou. Un signal fort de respect des valeurs républicaines. Oui, je pense que c'est clairement, il faut inscrire cette présence-là dans ce registre-là. Parce que Jean-Louis Billon et que Henriette Lagou, qui était adversaire à Alassane Ouattara il y a seulement quelques semaines, soient présents à la cérémonie des prestations de serment, je pense que c'est un geste politique à saluer. Et à saluer comme ce qui avait été déjà fait après la proclamation des résultats. On avait vu Jean-Louis Billon qui avait été le premier pratiquement à féliciter publiquement le candidat Alassane Ouattara. Je pense que cette présence en ce matin s'inscrit encore dans cette même logique-là. Et c'est une tradition qui doit perdurer en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que l'élection présidentielle soit l'occasion peut-être pour... Ce n'est pas un pugilat, je vais dire. Donc il faut que un renouvellement des mentalités au niveau des responsables politiques pour que l'élection présidentielle, ce ne soit pas un rendez-vous, comme je le dis souvent, un rendez-vous de mort. Que ça soit juste une compétition électorale. Les présidents, c'est à saluer. Simone Yves Gbagbo, Awa Domelo ont été également candidats à la présidentielle. Ils n'étaient pas présents à cette cérémonie d'investiture, mais le président de la République a quand même cité leur nom. Oui, dans son discours, il a tenu à saluer ces candidats. Il les a tous félicité les 4 candidats. Et je note la phrase qu'il a dit. Il dit, je les félicite pour leur attachement à la démocratie et à la paix. Je pense qu'on a vu aussi lors de la campagne électorale, le discours était plutôt apaisant. On n'a pas vu des discours, les candidats allaient tenir des discours guerriers. Je pense que globalement, l'élection présidentielle a eu lieu dans un climat pacifique, un climat de paix. Docteur Adjelou, commentaire sur tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie? Oui, d'abord par les délégations venues de l'extérieur, une diplomatie offensive de la Côte d'Ivoire. Le président l'a dit, la Côte d'Ivoire, amie de tous, ennemie de personne. Ça matérialise la présence de ces nombreuses délégations étrangères qui sont toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire, qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans son développement harmonieux. Quant aux candidats qui ont participé à l'élection présidentielle, oui, on a la présence de Jean-Louis Billon et Henriette Lagou. C'est un acte républicain fort à saluer et à encourager. Mais je voulais noter ici la grande élégance du président de la République. Parce que dans son discours, le président de la République ne parle pas seulement des candidats qui ont pris part à l'élection présidentielle. Mais le président cite le nom de chaque candidat. Et il les remercie pour leur attachement à la paix. Et que c'est un acte républicain fort et un acte d'une grande élégance politique à saluer. Ce qui montre que le président de la République s'inscrit dans une dynamique de paix et de cohésion pour qu'ensemble, tous les fils de la Côte d'Ivoire puissent bâtir ce pays-là. Alors, dans son discours, le président de la République aborde la question de son nouveau mandat. Je vais le citer. « Je reçois ce mandat avec humilité et je resterai le président de tous les Ivoiriens. La victoire est celle de tous les Ivoiriens qui valorisent le travail. » Fin de citation. À partir de ce que je viens de citer comme mot du président de la République, j'aimerais qu'on aborde à présent les défis du président Ouattara. On l'a entendu, il a parlé de la lutte contre le terrorisme. Il parle de multiplier des initiatives pour une sécurité alimentaire bien garnie. Il parle de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit ce hub énergétique au niveau de la sous-région, permettre aux jeunes et aux femmes d'être au cœur de tous les programmes d'éducation, de santé et j'en passe. Il finit par dire que la Côte d'Ivoire va continuer de prôner le dialogue et comme Dr Adjelou le disait, la Côte d'Ivoire est amie de tous et ennemie de personne. Les différentes étapes à fournir justement pour atteindre tous ces objectifs. Alors, moi j'ai vu un discours beaucoup axé sur la démocratie, la stabilité, la paix et puis le bien vivre. Pour parler de défis, je m'en réjouis parce que cela montre que le président de la République, c'est vrai que le RHTP
avec à sa tête le président de la République, en même temps président de la République de la Côte d'Ivoire, a dirigé la Côte d'Ivoire pendant maintenant 15 ans. On y va maintenant pour 20 ans. Il y a des acquis, mais en même temps, j'ai été heureux d'entendre des choses de la bouche même du président de la République. Par exemple? Les défis. Quand il parle de la sécurité sous-régionale, comme vous l'avez dit, il parle de la sécurité alimentaire. Vous savez que c'est des choses qui reviennent tout le temps. Les Ivoiriens disent qu'ils ont faim. Le panier de la ménagère, ce n'est plus un panier, maintenant c'est un sachet. Il y a tellement d'éléments. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute, il est au courant, il sait ce qui se passe. Et puis, il y a des mesures qui vont être prises. Il parle de l'énergie, de l'aspect du numérique, de la jeunesse, des femmes, et pour cela, il vient sur les questions de l'IDH, la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Vous vous souviendrez combien de fois ce débat-là est au cœur des discussions. Et à côté de cela, il parle de la transformation locale, il parle d'une agriculture moderne. Et à ce niveau-là, il n'est pas rentré dans les détails, mais pour revenir à un fait vous voyez par exemple la filière café-cacao, qui est secoué. Je pense qu'à ce niveau-là, on fait les analyses. Je sais qu'ils nous écoutent, ils nous entendent. La filière café-cacao a besoin vraiment d'une réforme relativement à tout ce qu'on sait quand on sait que les syndicats de planteurs café-cacao sont en difficulté. Je ne vais pas revenir c'est pas le cœur du débat, justement. Je ne vais pas revenir, mais c'est un élément quand on sait ce que représente cette filière-là pour l'économie nationale. Alors, vous parlez de café-cacao, moi ça me permet d'aborder la question de la redistribution des richesses au plan local, qui reste quand même un défi pour la population. Serge, c'est quoi les attentes légitimes que pourraient avoir les citoyens à ce sujet, cette question de redistribution des richesses? Oui, c'est clair, le président il a évoqué ça comme l'un de ses axes prioritaires de son nouveau quinquennat. Je pense que cela va se traduire par, pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment de la pensée, mais travailler à ce que le pouvoir d'achat de l'Ivoirien s'améliore. Je pense que cela passe par là, parce que c'est l'un des enjeux aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, des actions ont été menées, c'est-à-dire des mesures ont été récemment prises en faveur des travailleurs du public et puis des retraités, par exemple. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises comme les filets sociaux pour essayer de rehausser le pouvoir d'achat des ménages moyens. C'est déjà bien, mais je pense qu'il y a encore des mesures à prendre pour améliorer quand même le pouvoir d'achat des ménages moyens qui s'érodent au fil des années. Et quand on finit de dire ça, il y a un autre aspect de son discours qui retient mon attention. C'est celui où le président dit clairement que ce sera un mandat de la transmission générationnelle. C'est vrai, je ne sais pas si on allait en parler, mais moi j'en parle maintenant parce que je pense que c'est l'un des points forts de ce discours que nous venons d'entendre. C'est vrai que le président il en avait déjà parlé lors de l'annonce de sa candidature à cette élection-là même. Et le fait de le réaffirmer encore aujourd'hui, cela traduit un peu l'importance qu'il accorde à cette question. Maintenant, le président est un homme politique. Entre le dit et le fait, il y a souvent un hiatus. Maintenant, on espère tous que, à l'issue de ce quinquennat-là, cette transmission générationnelle aura effectivement lieu. Transmission générationnelle au cœur du RHDP, faut-il y croire? Docteur Adjelou? Oui, je pense que le président a toujours tenu ses promesses. Donc si le président le dit, ça veut dire qu'il a déjà tracé les sillons pour que cette transition générationnelle-là puisse se faire. Parce qu'on dit, on ne dit pas transmission, on dit transition. Transition générationnelle, ça veut dire que ça va se faire étape par étape. Ne vous attendez pas, de transmission. Ne vous attendez pas à ce que lors du prochain remaniement, on balaye tous les anciens ministres et puis on remplisse le gouvernement de jeunes, ou bien on commence à enlever les DG. On est sûr qu'on ne parle pas forcément de ça. Voilà, mais ça va se faire étape par étape. Ça dit impliquer plus de jeunes, voilà, plus de femmes dans la gestion, de sorte à ce que au soir de 2030 et au-delà, voilà, il y ait vraiment plus de jeunes dans la gestion, ou que même les jeunes soient suffisamment préparés à assurer des responsabilités. Parce que c'est aussi ça, hein? C'est pas forcément occuper là des postes maintenant, mais les mettre en position d'être vraiment prêts à assumer des responsabilités. Ça passe par la formation,
ça passe par l'investissement dans l'éducation, etc., pour que ces jeunes-là, demain, soient en capacité d'assumer des grandes responsabilités. Alors, pour une bonne gouvernance, il faut aussi de l'expérience, mais également de l'expertise juridique. Là, je vais m'adresser aux juristes que vous êtes. Que pensez-vous qu'il faut apporter à la gestion des grands défis institutionnels en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que depuis que le président est là, il a entrepris quand même certaines réformes au niveau des institutions. Cela se traduit par la Constitution de 2016 qui a prévu les grandes institutions de la République. Je pense qu'il y a une modernisation aujourd'hui même au niveau de la gestion des différentes institutions. Donc, puisque moi je dis toujours, ça c'est le cours de première année de droit, c'est par les lois que l'on gouverne. Donc si on a des lois qui ne sont pas bonnes, ça veut dire que la gouvernance est plombée. Donc si on a de bonnes lois, ça veut dire qu'on peut avoir une gestion efficiente. Donc d'abord, la qualité de nos lois, le président a fait l'effort. On avait déjà l'Assemblée nationale, aujourd'hui on a un Sénat. Donc ça veut dire qu'on a une double lecture au niveau des lois. Et puis au niveau aussi de la justice, puisque vous avez parlé des questions de justice, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, le gouvernement a beaucoup investi en matière de justice, recrutement de magistrats, formation de magistrats, 2 écoles de magistrature, à Institut de formation judiciaire, à Yamoussoukro et Abidjan, ouverture de plusieurs tribunaux, et puis transformation de sections détachées en tribunaux de première instance, et puis construction d'infrastructures permettant d'apporter assistance aux enfants qui sont pris dans les questions de justice. Donc, en somme, il y a vraiment un investissement assez considérable en matière de justice. On a aussi, pour assurer la bonne gouvernance, la question du pôle pénal économique et financier, on n'en parle pas. Mais c'est un instrument important aujourd'hui qui est vraiment envié par plusieurs pays africains. On voit aujourd'hui que le pôle pénal économique et financier est devenu vraiment un instrument essentiel dans le dispositif juridique en Côte d'Ivoire qui permet de lutter aujourd'hui contre le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux et qui fait vraiment un excellent travail dont les résultats sont déjà visibles. Je crois que c'est un important levier de la bonne gouvernance. On a aussi la Cour des comptes. Il y a quelques années, personne ne connaissait cette institution. Aujourd'hui, qu'on soit du parti au pouvoir de l'opposition, on court derrière les rapports de la Cour des comptes. Ça nous permet de voir la gestion des ressources publiques mises à disposition des institutions et des directeurs d'administration centrale, des DG, comment est-ce que cette gestion-là se fait. Donc je pense que c'est quelque chose quand même d'essentiel qui nous permettra d'améliorer la gestion de nos institutions publiques. Alors Gaël Lakba, quand on écoute Dr Adjelou, les institutions se comportent très bien en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la confiance des citoyens dans les institutions est quand même un enjeu clé. Comment est-ce qu'il faut la renforcer? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces avis? Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen ou obligation de renforcer justement la bonne gouvernance au cœur de ces institutions? Non, c'est clair que beaucoup a été fait. C'est clair que beaucoup a été fait depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Dire que rien n'a été fait, ce serait vraiment être malhonnête. Voilà, il y a beaucoup qui a été fait. Mais vous savez, dans la construction d'une nation, dans la construction d'une république, d'un pays comme le nôtre, on ne peut jamais avoir fini de tout faire. Ça a été déjà fait. La Cour des comptes, oui, le pôle pénal et tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas en action dans le temps, aujourd'hui, qui travaillent et qui a des résultats. Mais au niveau de la justice, si je dois faire un petit commentaire, c'est au niveau de l'équité. Par exemple, de l'équité. C'est vrai, la justice est là, le procureur fait son travail, les juges font leur travail, les avocats, mais il arrive plusieurs fois quand même que certains citoyens se plaignent du fait que souvent, soit les procès ou bien les procédures ne soient pas équitables. On se souvient qu'à un moment, il y avait même eu un grand débat au plan national ici sur les mots d'arrestation ou bien d'interpellation, par exemple. Mais c'est vrai, les critiques, c'est-à-dire qu'en fait, moi je sens qu'on est vraiment dans une république. Quelque chose peut être mal fait, et une fois qu'on critique, qu'on en parle, et que effectivement l'exécutif se saisit et se rend compte, vraiment il cherche à corriger. C'est comme ça.
On ne peut pas trouver une république aussi parfaite, mais on va tout le temps vers le perpétuel renouvellement. Maintenant, je veux, pour finir, une petite minute... 30 secondes, la régie me fait comprendre qu'on tire allègrement vers la fin de l'émission. Je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que quand on en parle, on entend et puis ça évolue. Dites-nous. Il y a la question des logements, par exemple, qui reste un défi. La question des loyers, la question de la lutte contre la drogue, la question de la modernisation du secteur de l'orpaillage. Vous savez, on parle d'orpaillage clandestin. Il y a la décentralisation qui reste encore un défi. Il y a la redynamisation du secteur du transport avec surtout, vous voyez, les embouteillages nous fatiguent partout. Bientôt, on aura le métro d'Abidjan. Mais le développement même du transport lagunaire et fluvial, je pense que ce serait aussi une autre alternative dans le domaine des transports. Et tout ça sont des défis qu'il faut que le président Ouattara embrasse pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Alors, Gaël Lakba nous emboîter le pas, ce sont vos derniers mots justement sur la question des attentes, de vos principales attentes du mandat d'Alassane Ouattara. Serge Kofi, vos différentes attentes pour ce prochain quinquennat d'Alassane Ouattara? Alors, mes principales attentes, c'est que le président travaille à la réconciliation nationale. C'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur, parce que je me dis, dans un pays où il n'y a pas forcément où les fils du pays ne vivent pas en parfaite attente, c'est difficile de construire. Donc, pour moi, le président doit travailler à la réconciliation en ouvrant, par exemple, une nouvelle phase de dialogue politique. Et puis, continuer le chemin, continuer de travailler là-dessus, la dynamique dans laquelle il est déjà. Je pense que d'ici l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire sera encore à un autre niveau. Dernières attentes de Dr Adjelou pour ce prochain quinquennat. Moi, j'aimerais juste rebondir un peu sur ce que Gaël Lakba vient de dire. Il nous reste 2 minutes avant de terminer l'émission. Ces défis, je veux lui dire que ces défis sont pris en compte dans le dernier PND. D'accord. Si vous lisez le dernier PND, tout ça est bien détaillé dans le PND. J'ai eu la chance quand même de travailler dessus. Les attentes que le président continue à travailler sur les réformes, voilà, à améliorer vraiment tout ce qui est fait dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Docteur Adjelou, vous êtes juriste et membre du RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge Kofi, merci d'avoir participé à cette émission. Gaël Lakba Aouman, merci également d'avoir été sur ce plateau pour cette édition spéciale consacrée à l'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette édition spéciale de l'investiture du président Alassane Ouattara. Nous avons analysé le scrutin, les enjeux politiques et institutionnels, mais également les défis qui attendent le pays. Réconciliation nationale, cohésion sociale, inclusion des jeunes et des femmes. Un nouveau mandat commence avec de nouvelles responsabilités pour le président, mais également pour tous les acteurs politiques et citoyens. Merci en tout cas à tous nos invités. Merci à nos reporters sur place, Drissa Diané, Sanson Oula et Lucien Aoussi. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez informés et engagés pour construire ensemble une Côte d'Ivoire unie et prospère. Au revoir.